Et c'est parti pour notre dernier cours de la session. Donc, on va parler aujourd'hui des principes fondamentaux de la sécurité informatique dans notre monde de systèmes ordinés et de systèmes informatiques sur lequel on jase depuis le début de la session. On va y aller par grandes thématiques. Donc, premièrement, on va juste parler un peu des menaces. Hein? Donc, qu'est-ce que ça implique, la sécurité informatique? C'est quoi le genre de choses qu'il faut faire attention? Qu'est-ce que ça implique? On va parler après ça des types des différentes attaques informatiques possibles. On va aller voir différents profils de sécurité. Dans les types d'attaques, on va voir comme c'est quoi les genres de choses qui peuvent se faire quand on a des failles ou quand il y a des brèches de sécurité, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui a été utilisé, c'était quoi les méthodes qui ont été appliquées pour se rendre jusque-là. Ensuite, on va parler des politiques de sécurité. Donc là, on va aller comme de l'autre côté. Là. Donc, on veut prévenir, okay, d'un point de vue de sécurité informatique, qu'est-ce qu'on peut faire. Et finalement, on va parler d'un dernier sujet qui est la journalisation qui nous permet de nous aider à trouver une faille. Ici, c'est vraiment un bride restant, là, comme on a oublié comme d'en parler durant la session, là, fait qu'on l'a juste tacké on à la fin. C'est pas nécessairement relié à la sécurité informatique, quoique ça a son poids dans cette discussion-là. Fait que on va commencer avec les types de menaces de sécurité courantes. Donc ici, c'est une liste, okay, qui est pas du tout exhaustive, okay, mais c'est vraiment juste le genre de choses qu'il faut s'attendre quand on parle de sécurité informatique. Hein. Fait que quand on parle de sécurité informatique, habituellement on parle de comment garder ou comment empêcher un accès à quelqu'un de malveillant. Hein. Donc quelqu'un qui va avoir un accès qui n'est pas supposé l'avoir ou qui utilise un accès à un système ou à un réseau de manière néfaste. Donc, c'est quoi les genres de menaces qui viennent avec ça? Fait qu'on peut avoir des choses comme des accès abusifs, ok? Même si c'est par des personnes autorisées, on peut parler de choses comme des virus, ok? De vol d'équipements de mobile, de l'hameçonnage, ok? On va tout voir un peu qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est le genre les mots-clés qu'il faut comme comprendre avant la fin de la journée. L'abus de messagerie instantanée, le principe de déni de service, des accès non autorisés, des robots à l'intérieur d'une organisation, donc des personnes qui prennent des actions automatisées qui sont possiblement néfastes, des vols de données. Ça, rendu aujourd'hui, on est quand même assez habitué à cette thématique. Donc, un accès abusif à un réseau sans fil, des intrusions dans un système, de la fraude financière, de l'interception de mots de passe, l'enregistrement de frappes sur l'ordinateur, okay, la dégradation d'un site web. Quand on parle d'une dégradation, ça veut dire que c'est un accès limité ou un accès qui est bloqué à un site web. On peut abuser d'une application web publique, vol d'informations qui sont propriétaires, donc qui sont habituellement derrière un réseau, une exploitation d'un serveur DNS, des fraudes de télécommunications, du sabotage ou du doxing. Le doxing ici, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mot, c'est de rendre une information publique habituellement sur une information personnelle, sur une adresse, sur des comptes ou n'importe quoi qui est supposé rester privé. Donc, si, admettons, quelqu'un décide de taper dans le chat puis d'envoyer un courriel à toute l'école que, tu sais, vous savez tous que Hugo, c'est le pire professeur, ok? En passant, son adresse, c'est le 4512 rue des Damnés à Saint-Blainville, ok? Donc, ça, c'est le genre de choses qui est considéré comme du doxing. En passant, c'est pas mon adresse, c'est pas de commencer à envoyer des paquets weird à cette adresse-là. C'est pas une adresse qui existe. Ce que je pense pas, si c'est purement par choix aléatoire de ma part. Fait que on a des différentes menaces de sécurité, donc c'est tout ce qui est
on voit ici des mots-clés, là, ok? Donc l'abus, le vol, de l'intrusion, de l'interception. Donc c'est en gros toutes des manières de prendre quelque chose de gentil et de fin et de faire en sorte que on n'a pas de fun puis que tout le monde est malheureux par rapport à ça. Hein? Donc un des principes dont j'avais mentionné au début, c'est que dans le monde de l'informatique, initialement, on n'avait pas ce concept-là de sécurité informatique. On pensait que tout le monde allait être gentil, puis que tout le monde allait faire la bonne chose, puis que tout le monde allait essayer de faire son mieux, puis que jamais quelqu'un pourrait faire quelque chose de malicieux ou quelque chose de néfaste. Okay? Quand on a commencé avec la réseautique, les premiers protocoles réseautiques sur lesquels on est encore basé aujourd'hui, le TCP/IP et ainsi de suite, les serveurs DNS et ainsi de suite, c'est tous des protocoles qui ont été construits en n'ayant aucune conscience que ça se peut qu'il y ait quelqu'un de méchant qui essaie de faire des choses. Fait que ça fait en sorte que les protocoles, les manières d'utiliser les ordinateurs, tout ça, c'était extrêmement non sécurisé. C'était pas fait pour protéger l'information, protéger l'accès d'une aucune manière. Donc, avec l'avenue de réseaux étendus, de réseaux très larges comme l'Internet, on s'est malheureusement vite rendu compte que il y avait possiblement quelques personnes avec un compas moral corrompu qui pouvaient possiblement aller chercher des informations qu'on ne voulait pas. Fait que on a commencé à établir comme on va voir plus tard, des politiques de sécurité, des logiciels qui nous permettaient des ajouts à ces différents protocoles-là pour être capable de continuer à utiliser ces technologies qui changeaient nos vies, mais d'une manière plus sécuritaire. Fait qu'ici, on va commencer à parler de profil de sécurité. Parce que quand on parle de sécurité, en fait, on parle d'une balance entre deux choses. Donc, quand on parle d'un profil de sécurité, ça va être comment est-ce que je fais balancer ces deux éléments-là. Donc, on a toujours le principe de la facilité d'accès, puis le principe de la sécurité qui se battent entre eux autres. Donc, à chaque fois qu'on a une décision à prendre sur comment est-ce que je vais implémenter un protocole, comment je vais faire marcher une technologie, et ainsi de suite, il y a toujours le principe de plus tu restreins, plus tu augmentes la sécurité, plus tu vas restreindre les accès. Et plus tu fais en sorte que c'est facile d'être utilisé, plus tu vas compromettre les principes de sécurité. Donc, le principe ultime, c'est de vouloir être capable d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, de dire que je veux avoir tous les accès possibles, mais en gardant une sécurité qui me garde le moins à découvert possible. Donc, on a le principe de quand c'est un profil d'ouverture, donc ça veut dire que c'est facile à utiliser, les accès sont comme pas... il n'y a pas de problématique, on a ici la sécurité qui va venir prendre la barre, qui va être compromise plus facilement. Donc, on peut penser ici, quand tu t'en vas à l'école, donc le principe, c'est que l'accès est très facile. Si tu veux te présenter à quelqu'un, tu as juste besoin, mettons, de dire ton code permanent, puis habituellement, c'est pas mal la seule information que tu as besoin de prouver pour accéder à ton dossier, pour dire que tu veux t'inscrire à tel cours, pour faire quoi que ce soit. Donc l'accès est très facile. Mais s'il y a quelqu'un qui voulait te faire une joke plate, puis mettons, te t'inscrire à 10 cours pendant que toi, tu avais décidé de prendre une session sabbatique, tu pourrais te retrouver où c'est que, mettons, tu t'en rends pas compte, puis tu as 10 cours à payer, puis soudainement, il y a des problématiques qui apparaissent. Donc, le principe ici, c'est que oui, c'est ouvert. J'ai pas besoin de prendre mes empreintes digitales quand je m'en vais au registrariat, mais il y a une problématique ici de sécurité qui peut être beaucoup plus facilement compromise. On peut aussi penser avec juste des informations, là,
quand tu appelles à une compagnie, puis que la compagnie ne te demande pas des questions additionnelles quand tu appelles pour ton service cellulaire ou quoi que ce soit, ben, l'accès est facile, mais ça fait en sorte qu'il y a un compromis qui peut facilement être aperçu ou qui peut facilement arriver. On a le principe de l'inverse complet qui est le fermé. Donc ça ici, c'est de dire ben la sécurité ici est plus importante que la facilité d'accès. Donc quand c'est le cas, ben ça veut dire que ça me dérange pas s'il y a des choses qui sont plus compliquées ou s'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire pour augmenter la sécurité au coût de la facilité d'accès. Donc, un exemple, c'est, on a différents systèmes de communication par chat en ce moment. Donc, dernièrement, il y avait eu tout un tollé avec WhatsApp qui appartient à Facebook qui disait qu'il commençait à pouvoir aller voir tous tes messages et ainsi de suite. Puis là, le monde a été dit, OK, ben, j'aimerais ça avoir un logiciel plus sécuritaire, fait que, qui est encrypté, puis que qui est capable qui n'a pas accès à mes informations. Puis une de ces plateformes-là, c'est une plateforme qui s'appelle Signal, qui est utilisée par différentes entités journalistiques pour être capable d'avoir une communication privée et sécurisée entre deux personnes. La problématique avec Signal, il y a certains éléments, par exemple, qui sont plus difficiles. Donc, un des exemples, c'est que quand tu travailles avec Signal, admettons, si tu t'installes ça sur ton téléphone, si tu perds ton téléphone, tous les messages que tu avais avec, ils sont perdus. Parce que le principe, c'est que s'ils sont privés juste pour toi, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas une compagnie qui a accès. Ça veut dire que si tu les perds, ben, ils sont perdus pour toujours. Donc ici, il y a une sécurité qui est plus grande, mais il y a des principes d'accès, des principes de facilité qui sont moindres pour être capable de te donner accès à cette sécurité accrue-là. Même principe, quand tu commences, puis là ici je vais utiliser les banques, dans les dernières années ont heureusement eu un petit peu de jugeote parce que avant, pour aller dans mon site de banque, j'utilisais un mot de passe qui avait maximum 8 caractères, qui avait juste des lettres, des chiffres, que tu peux même pas mettre d'autres caractères. C'était le seul niveau d'authentification que j'avais besoin pour accéder à mon compte bancaire en ligne. Maintenant aujourd'hui, ou admettons que tu t'en vas sur le site de l'Agence du revenu du Québec, là, donc on a fait tous nos impôts dernièrement. Donc sur l'Agence du revenu du Québec, ça t'envoie, il y a des questions qui sont associées qu'il faut que tu répondes. Après ça, il t'affiche une image que tu as choisie initialement à la création de ton compte pour vérifier que l'identité est bonne. Mais ça fait en sorte que, te loguer sur le site de Revenu Québec, ça te prend une couple de minutes plutôt que quelques secondes. Donc, ou si tu oublies ta question, ça devient un vrai chieur de marde. Essayer d'avoir accès à ce compte-là. Mais le principe, c'est qu'avec une sécurité augmentée, ça fait que moins de personnes peuvent avoir un accès qui est malsain, malveillant. Mais c'est plus difficile à aller travailler. Donc, c'est un principe de balancier-là, va toujours être présent à chaque fois qu'on parle de sécurité informatique. Puis ici, comment est-ce que tu veux vivre toi-même ces différents profils-là va être beaucoup dicté par qu'est-ce que tu as besoin, c'est quoi tes besoins en sécurité informatique. Donc, que l'école, je puisse avoir un accès directement à mon dossier juste avec mon code permanent, oui, c'est une politique qui est d'ouverture, mais est-ce que c'est mauvais en tant que tel? Donc, le principe ici, c'est de penser, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a une surface d'attaque qui est problématique à cette ouverture-là? Donc ici, l'école a décidé que la possibilité d'avoir des actions malveillantes entre les étudiants sur les noms de code permanent, c'était un risque acceptable, parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, il n'y a pas personne qui peut te voler de l'argent ou des choses comme ça. Donc, ils ont décidé de garder l'accès ouvert, parce que les profils ici n'avaient pas besoin d'être très sécurisés. Mais si tu es, je
je sais pas moi, undercover dans un pays qui est un ennemi de ton État, puis que tu essaies de ramasser des informations, ben la manière que tu vas, mettons, vouloir transmettre de l'information à ta famille, ça sera sûrement pas sur un appel téléphonique normal, tu sais. Parce qu'ici, le genre d'information que tu vas envoyer, la personne qui t'es, c'est qui essaye de savoir, d'avoir des informations sur toi, change la dynamique de ton profil de tous les jours vis-à-vis la sécurité. Hein? Donc, si je suis dans un pays ennemi de mon État, ben, habituellement, je vais faire attention à toutes mes communications. OK? En ce moment, si j'appelle ma blonde sur son cellulaire, je fais pas tellement attention d'utiliser un canal de communication sécurisé. OK? Je pourrais me donner le trouble, mais mon profil de sécurité ne me demande pas ça dans ma vie de tous les jours. Donc, il y a ce principe-là de... Il faut toujours penser aussi c'est quoi que toi tu veux, tu sais, c'est quoi que toi tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Tu sais. Mon compte au gouvernement, OK, pour mes taxes, mon compte bancaire, oui, je veux qu'il y ait des étapes additionnelles. Ça va me faire plaisir de rentrer 2-3 mots de passe, de recevoir un message texte, de recevoir un courriel avec un numéro additionnel, d'avoir plusieurs facteurs d'authentification avant d'être capable d'avoir un accès. Parce que, ben là, il y a quelqu'un qui pourrait directement avoir accès à des sommes. Hein? Donc, ça fait que c'est juteux. Hein? C'est une cible tangible. Donc, c'est certain que ça devient intéressant de prendre un profil de sécurité qui est plus fermé dans ce cas-là. Fait que ça, c'était pour les principes de comment est-ce qu'on gère la sécurité, le principe de profil de sécurité. On a ensuite les différents vecteurs d'attaque. Donc, quand on parle de vecteurs d'attaque, c'est les manières d'arriver à pas établir, mais bien d'activer une menace ou d'atteindre un objectif néfaste, okay, de faire du piratage, de faire des failles de sécurité informatique. C'est quoi les genres de problématiques? C'est quoi les genres de vulnérabilités qui existent en informatique? Il y en a de différents types. Le premier type, c'est les vulnérabilités qu'on dit technologiques. Donc, le principe de vulnérabilité technologique, c'est habituellement une vulnérabilité dont tu as, toi, personnellement, très peu de pouvoir pour essayer de les mitiger. Donc, quand on parle de vulnérabilité technologique, on parle des vulnérabilités à l'intérieur des différents logiciels, à l'intérieur des différents algorithmes avec lesquels tu interfaces dans la vie de tous les jours. Fait que s'il y a un problème, ou s'il y a une faille, ou s'il y a une méthode de obtenir des informations avec les différents protocoles que tu utilises pour communiquer, hein, comme le HTTP, le TCP, et ainsi de suite, ben, tu peux pas rien faire en tant que personne, en tant qu'utilisateur de ces protocoles-là pour te protéger. Ça va être aux différentes personnes qui implémentent les différents logiciels, les différentes personnes qui décident de ces protocoles-là, de faire valoir qu'on a besoin d'aide, on a besoin de reformater comment ça fonctionne pour bien connecter. Même principe, ici on parle de n'importe quoi là, qui est logiciel ou matériel. Fait autant des systèmes d'exploitation, autant des vulnérabilités, des parties de réseau. Donc, il y a du monde qui ont trouvé des vulnérabilités dans les antennes cellulaires, puis qui ont réussi à exploiter ça pour aller trouver les communications, pour entendre les différents appels de personnes. À ce point-là, ben, c'est pas de ta faute. Toi, tu es juste un utilisateur de technologie, puis c'est la technologie qui avait une faille. Hein? Fait que ça, c'est comme notre première version. La deuxième, c'est des vulnérabilités de configuration. Donc, les vulnérabilités de configuration, là, ça tombe un petit peu plus dans la manière qui peut nous affecter. Puis dans laquelle, habituellement, il y a un être humain, littéralement, qui a été la cause de la vulnérabilité. Fait qu'on parle ici de comptes utilisateurs non sécurisés, des comptes avec des mots de passe faciles, ou des mots de passe répétés, donc de l'équipement mal configuré. Donc ici, il n'y a pas de faille inhérente dans la technologie, mais il y a une faille dans la manière de l'implémenter. Hein? Fait que c'est le même principe de
c'est bien beau d'avoir un coffre-fort, OK, avec le meilleur système de verrou, mais si tu le barres pas à la fin de la journée, tough luck, ça t'aura pas servi à grand-chose. Hein? Donc, les vulnérabilités de configuration, ça va être dans la manière d'utiliser les technologies. Hein? Donc, tu as différents comptes où c'est que tu peux avoir plusieurs facteurs d'authentification. Est-ce que tu l'as activé sur ton compte? Est-ce que tu utilises le même mot de passe sur tous les sites? OK? C'est des choses qui sont des vulnérabilités de configuration. Donc, les vulnérabilités de configuration, c'est que ça tombe sur un être humain. Troisième type de vulnérabilité, c'est les vulnérabilités de stratégie. Donc, les vulnérabilités de stratégie, c'est un peu le mix des deux versions précédentes. Donc, le principe, c'est que ça ne sera pas un élément spécifique qui va être problématique. OK? C'est pas comme genre, t'as mis un mauvais mot de passe, mais ça va être comme ça le dit dans son nom, une stratégie, OK? Quelque chose qui est appliqué à plusieurs éléments qui vont venir, OK, soit créer une faille technologique, soit créer une faille de configuration. Donc, le principe, c'est, on parle, mettons, de politique de sécurité. OK, ben on dit, j'ai besoin que tes mots de passe, OK, y aille exactement 4 lettres. Seulement des lettres. Donc, ici, c'est une stratégie en tant que telle qui fait en sorte que, ben, que tu marques n'importe quoi, ça peut devenir un petit peu facile. Ou sinon, des fois, il y a une absence de stratégie. Donc, si tu set up un réseau, OK, tu sais pas trop comment tu t'en vas, il y a plein de monde qui font plein d'affaires, tout le monde a comme la meilleure pensée, tout le monde le fait correctement, mais juste les interactions entre les différents systèmes fait en sorte qu'il y a des failles qui se positionnent entre ces différents éléments-là. OK, donc les vulnérabilités niveau stratégique, c'est plus de haut niveau, là. OK, donc on parle ici de décision quand on travaille dans une compagnie puis qu'il faut mettre en place un système de réseau puis d'être capable de présenter une vision uniforme de ce système-là, une politique uniforme pour être capable de bien sécuriser tout ce qui est possible comme vecteur, comme menace d'attaque. Alright. Fait qu'il y a différentes manières de se... Ah, ici j'ai une question de Jacob. It's all about the money. Donc le principe, c'est qu'habituellement, c'est basé sur des vieux systèmes. Puis les vieux systèmes ont été configurés pour avoir comme valeur maximum à l'intérieur. Tu sais que je sais pas si tu suis le TCH 055 en ce moment, là, mais le cours de base de données. Hein? Donc, dans le cours de base de données, tu as vu que quand tu construis tes différentes tables, tu peux dire que dans telle table, il y a tel type d'information. Hein? Puis tu peux dire, ben voici une table avec, mettons, un varchar, puis tu peux dire le nombre dedans. Hein? Puis admettons que la personne a mis 8. Qu'est-ce que tu veux faire à ce point-là? Là? OK? Parce que le restant du logiciel a pris cette version-là, puis l'assume dans d'autres parties du logiciel. Ce qui fait en sorte que à la création initiale, il y a du code qui a été créé qui faisait en sorte que si c'est pas 8, tout va casser. Fait que s'il faut que ce soit pas 8, ben là, il faut qu'il y ait des ingénieurs qui regardent le code, qui reconstruisent, puis qui retestent. Puis ça coûte des gros bidous. Hein? Puis il y a pas mal de monde qui ne voit pas ça comme étant une dépense utile. Hein? Jusqu'à temps que tu aies une faille, puis une brèche de sécurité, puis que là, tu passes aux nouvelles. C'est jamais une priorité dans les entreprises. Est-ce que ça répond à ta question? C'est triste, là, okay? Mais c'est la réalité.
Mhm. Et voilà. C'est toujours une question de... C'est sûr qu'il y a un gars du IT, OK? Comme moi, j'ai été dans les... J'ai vu les systèmes de l'ETH, j'ai vu les systèmes de l'UQAM, j'ai vu les systèmes de l'UDEM, j'ai vu les systèmes de la Polytechnique. Puis ils ont tous quelque part quelque chose de vraiment croche, tu sais. Puis c'est parce que chacun de ces systèmes-là ont été établis au début de l'ère informatique, parce que ça se passait beaucoup dans les universités, dans les années 80. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris une décision, puis que ça a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, puis c'est ce qui se passe, tu sais. Je pense que c'est l'UQAM particulièrement qui t'a donné un mot de passe, OK? Puis le mot de passe t'était donné par une secrétaire, ça veut dire que dans leur système, ils savaient c'était quoi le mot de passe, puis il n'y avait pas de manière de modifier le mot de passe jusqu'à genre en 2015, là, OK? Tu ne pouvais juste pas modifier le mot de passe qui te donnait accès à tous tes comptes et tous tes services, puis ce mot de passe-là t'était donné par quelqu'un, ça veut dire que dans leur système savait c'était quoi le mot de passe directement, là. Hein, il n'y avait pas de hashing, il n'y avait pas de salting comme on a vu, là. Non, non, voyons donc, là, ça serait beaucoup trop sécuritaire, ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que on avance à pas tranquillement, ok, à chaque fois qu'il y a une nouvelle brèche, à chaque fois qu'il y a un paquet de monde qui se rend compte que c'est peut-être important la sécurité informatique, on apprend de nos erreurs, mais c'est certainement pas encore aussi bien établi que c'est supposé l'être. Puis c'est un domaine émergent. Si ça s'en va en génie logiciel en ce moment ou en TI, là, la sécurité informatique, c'est le big box. Parce que ceux qui s'en rendent compte, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui ont été formés correctement pour ça et qui sont prêts à payer. On parlait un peu de mitigation. Donc, un des éléments pour se prévenir de ces genres de vulnérabilités-là, pour ces genres d'éléments-là, ça va être des mesures de sécurité physique. Donc, un des plus grandes problématiques, c'est, aujourd'hui, la majorité de la menace de sécurité informatique se fait de manière externe. Okay? Ça veut dire que la personne qui essaye de faire quelque chose n'est pas à la même place que toi. Okay? Donc, la personne qui essaye de voler ta carte de crédit n'est pas dans ta maison, habituellement. Puis, une des grandes problématiques, c'est qu'il y a certainement des failles physiques qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres types de failles en sécurité informatique. Donc, autant pour des failles technologiques que des failles de stratégie, que des failles de configuration, le principe, c'est que si tu as un accès physique, c'est beaucoup plus facile de pouvoir compromettre un autre pour avoir un accès à un réseau, pour avoir quoi que ce soit. Donc, c'est plus facile de pouvoir se brancher dans une plug Ethernet dans un local de l'ETS que d'essayer d'être chez nous puis de passer à travers des pare-feux pour avoir un accès aux différents ordinateurs dans un local précis. Fait que, une des premières versions de la sécurité informatique, ça a été de la sécurité physique. Donc, littéralement, d'empêcher à du monde d'avoir un accès physique m'a permis d'augmenter la sécurité, OK, dans un réseau de différents ordinateurs. Hein? Donc, on reconnaît déjà ça dans notre vie de tous les jours. Donc, bon, je sais que peut-être vous avez jamais été à l'école, ou en tout cas très peu, là, hein? Mais le principe, c'est que tu as une carte étudiante, puis que quand tu veux accéder à certains locaux, il faut que tu passes ta carte étudiante devant l'agent des portes pour avoir un accès à ce local-là. Donc, c'est pas n'importe qui peut aller dans les locaux. Puis, même là, c'est plus granuleux que ça. Il y a des salles de serveurs qui existent à l'école, puis, je vous le dis tout de suite, si tu essaies de passer ta carte devant cette porte-là, elle n'ouvrira pas la porte, hein, parce que t'es pas assez important pour pouvoir ouvrir ces genres de portes-là. Puis, donc, on peut avoir un accès privilégié à des endroits qui peuvent être plus dangereux d'un point de vue de sécurité. Autant du point de vue de menaces informatiques, autant du point de vue que de menaces juste matérielles, où ici, un des principes,
hein, c'est que si tu as une salle, mettons, de serveur, même s'il n'y a rien d'important, que le serveur lui-même gère, mettons, les courriels de la compagnie, puis c'est pas quelque chose de confidentiel, en tant que personne en informatique, habituellement, tu vas mettre ça sous clé. Pourquoi? Parce que si tu laisses ça ouvert, à un moment donné, il y a un petit Timmy là, qui va arriver, qui va aller dans la salle, puis qui va se planter avec son café sur le serveur, puis là, il va y avoir du vrai trouble qui va avoir été causé. OK? Fait que juste d'avoir un endroit privilégié, juste pour l'équipement lui-même, c'est quelque chose d'important. Fait que tu peux avoir limité l'accès physique avec des portes, des lecteurs. Tu as aussi le même principe de limitation physique, juste en régulation de la pièce elle-même. Donc, quand on parle de sécurité physique, on parle autant de sécurité contre des pirates, autant que de la sécurité contre la mère nature. Donc, on veut éviter les bris, on veut éviter les problématiques. Fait que on peut, en fait, dans la majorité des salles où il y a des serveurs industriels, là, pas juste un ordinateur qui roule pour une compagnie de 3 personnes, là, faut que la température de la pièce soit régulée, l'humidité, le flux d'air, il va y avoir une surveillance caméra avec système, puis là, évidemment, encore une fois, le même principe de profil de sécurité. Plus c'est important, plus la sécurité va être augmentée. Hein? Donc, je travaille dans des cégeps. La salle qui tient les serveurs au cégep, il y a de la gestion de température, il y a de la gestion d'humidité, mais il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Les cégeps, ça n'a pas assez de budget pour avoir des caméras à l'intérieur de la salle de serveur. À l'école, je vous garantis qu'il y a des caméras à l'intérieur de la salle de serveur. Il y a des caméras même dans les corridors qui regardent la salle de serveur. Il y a des caméras dans tous les corridors jusqu'à temps que tu sors de l'école. Fait que le principe ici, c'est que on a aussi une sécurité purement physique qui permet d'être ajoutée à toutes les sécurités logicielles, à toutes les sécurités de configuration, à toutes les sécurités de stratégie qu'on va voir. Encore une fois, dans le principe de c'est pas juste contre. Quand on parle quand on parle de sécurité informatique, on parle autant de menaces de l'extérieur que de juste des problématiques contre intempéries, contre problématiques. Donc, on a les principes de gestion de problématiques internes. Donc, si, admettons, j'ai une panne de courant, je veux pas que mon serveur s'éteigne tout seul. Parce que quand il est en train de faire quelque chose, ça se peut que ça plante, ça se peut que ça corrompe des fichiers, et ainsi de suite. Donc, il existe des possibilités d'avoir ce qu'on appelle des Universal Power Supply, des UPS, qui est une grosse batterie là, que tu attaches après ton ordinateur, puis ça te donne quelques minutes, voire quelques heures de puissance d'alimentation additionnelle pour être capable de faire un arrêt gracieux de ton système. On a aussi fait que dans la majorité des emplacements, comme mettons à l'ETS, il y a des générateurs de secours qui existent. Donc si, mettons, l'île de Montréal décide de flancher d'une seconde à l'autre, on a des génératrices qui vont être capables d'embarquer puis de fournir quelques heures d'alimentation à l'école. Mais même durant ce petit switch-là entre l'alimentation externe et les générateurs, ça me prend une couple de minutes pour faire ça. On a des méga batteries qui sont attachées au serveur qui vont permettre de faire cette transition-là. Il y a aussi la possibilité d'avoir des alimentations redondantes. Donc, sur la majorité d'équipements industriels, donc ici on parle de serveurs informatiques, là, on va avoir plusieurs fils qui rentrent en arrière pour le brancher. Donc, le principe ici, c'est que s'il y a une alimentation qui brise, qui arrête de fonctionner, il y en a une deuxième juste à côté, puis la deuxième va prendre action dès que la première flanche. Puis, habituellement, il y a même des gentils systèmes, là, où c'est qu'il y a un signal audible sonore d'alarme qui se répand, puis qui va continuer de brûler tes oreilles jusqu'à temps que tu remplaces l'unité qui est défectueuse. Fait qu'un gentil pip 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 pip. Ça te dit qu'il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe.
Fait que tu regardes ça, puis là, tu vois ici, il y a une affaire qui flash, puis là, tu remplaces. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est modulaire dans l'équipement industriel, là, fait que tu fais juste le remplacer, t'en mets un nouveau, puis t'es comme, ouhou, on a maintenant encore une alimentation redondante. Un autre type de mesure de sécurité, ça va être sur toute l'infrastructure qui peut ne pas être autant sécurisée, mais qui peut être un vecteur d'attaque. Fait que, mettons, ici, on parle de fils, OK, qui parcourent l'école. Donc ici, là, c'est des fils réseau, hein, qu'on peut voir. Quand tu y penses, là, ben, chacun des ordinateurs connectés sur un bout d'un mur, quelque part, il y a un fil qui part de là, puis qui s'en va dans les murs de l'ETS, puis qui fait le tour de tout. Donc, on a des mesures de sécurité physique juste pour l'utilisation des câbles. Tu peux pas juste dire, moi, je vais brancher un câble de plus, là, puis il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte. Le but, c'est d'avoir un système, d'avoir une manière de faire qui va prévenir ça. Donc, d'être capable d'utiliser une distribution qui est déjà planifiée. Hein? Donc, tu n'as pas juste faire « Ah, ben là, on a besoin d'un nouveau fil pour tel local, on va juste le passer comme que je peux. Hein? » D'avoir des chemins déjà préétablis. Fait que s'il y a une affaire qui passe par quelque chose qui n'est pas un chemin préétabli, tu sais qu'il y a un problème. Un étiquetage, OK, qui est très clair. Puis là, évidemment, il y a aussi le principe de juste gestion des intempéries, gestion des problématiques. Donc, d'avoir les bonnes pièces de rechange, d'avoir des procédures de décharge électrostatique. Hein, donc, le principe en électrostatique, c'est quand tu prends tes pieds avec des bas, là, tu frottes ça sur un tapis, là, puis là, tu pokes quelqu'un, puis là, ça fait tss, hein? C'est de l'électrostatique. Ça peut causer des problèmes à l'intérieur de différents composants. Donc, on a des pratiques pour se décharger avant de commencer à manipuler l'équipement. Donc, ces genres de choses, faire attention à ça durant la maintenance. Puis, on a aussi même des principes de contrôle des accès au port de console. Donc, quand on travaille avec des serveurs, en question, un exemple ici, on a la majorité du temps un accès direct à travers un port spécial. Donc ici, ce serait ce port-là ici, là, c'est difficile à voir, là, mais le principe, c'est que tu peux brancher un câble directement là-dedans, là, puis habituellement, tu as un accès direct à la configuration de toute la machine au complet. Fait que le principe, c'est que souvent, ben, cette petite plaquette-là, tu peux habituellement mettre un cadenas dessus avec un petit cover, ou des fois, certaines entreprises disent, gars, nous autres, on a fait notre configuration, on est tellement sûr dans nos affaires qu'on peut juste, OK, combler cette affaire-là, puis mettre, mettons, de la glu, là, ou la colle chaude à l'intérieur, là, c'est du déjà vu, juste pour bloquer l'accès en tout temps. C'est impossible d'avoir un accès physique à partir de là. Donc, on est capable de avoir toutes ces différentes mesures de sécurité physique-là. Alright, on continue. Prochain sujet, ça va être les principes de menace. Hein? Donc, on a différents types de menaces qui vont être... il y a comme un tableau, là, OK? Tu as le principe de menace externe, menace interne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, la menace interne... Ben, enfin, on va commencer avec menace externe parce que c'est celle-là qu'on est le plus habitué. La menace externe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de ton réseau courant qui est l'origine de la menace ou l'origine de l'attaque. Donc, si tu reçois un courriel frauduleux de quelque part, s'il y a quelqu'un qui essaie d'attaquer ton ordinateur, s'il y a quelqu'un qui essaie d'attaquer ton réseau et quelque part d'autre, c'est considéré comme étant une menace externe. À l'inverse, on a la menace interne. Donc, la menace interne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui attaque à l'intérieur du même réseau. Donc, quand on parle de interne puis externe, c'est par rapport au réseau auquel tu es connecté en ce moment. Donc, quand on jase de menace interne, ben, s'il y a quelqu'un, mettons, t'es à l'école, puis il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, puis qui essaie de voir c'est quoi que tu es en train de rentrer comme mot de passe en essayant de regarder, je sais pas, il y a Wireshark d'ouvert, là, puis essaye de voir les paquets qui passent sur le réseau, des choses comme ça. Donc, c'est une menace interne. Fait que ça, c'est comme le premier
le premier volet pile ou face du type de menace. Puis après ça, on va avoir le principe de menace organisée ou non organisée. Donc, le principe de menace organisée ou non organisée, ça va être, est-ce que toi spécifiquement, t'es la personne qui est la cible de l'attaque? Donc, si c'est organisé ou non organisé, ça va indiquer est-ce que c'est une attaque générale, ok, ou c'est que c'est par la bande que c'est toi que ça l'affecte, ou est-ce que c'était une attaque qui était ciblée à toi spécifiquement. Donc, on va voir c'est quoi les différents types. Donc, ici, on a le même principe. On parle des attaques internes, attaques externes. Fait qu'on a différents aussi types d'attaques autres que purement technologiques. Okay? Donc, quelque chose qui va être important de comprendre, c'est que quand on parle de sécurité informatique, on va parler de tout ce qui a rapport autour de bris informatiques, okay? Autour de problématiques informatiques, qui n'est pas un bug, là, ça c'est pas de la sécurité informatique en tant que telle, mais ça va inclure la partie sociale de l'informatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des pirates psychologiques. Fait que le principe ici, c'est que l'attaque elle-même se fait d'un être humain à un autre. Fait que, un exemple ici, puis c'est des choses qui sont testées à l'intérieur de l'entreprise. Okay? Si tu travailles, puis tu reçois un numéro de téléphone, puis il dit ouais, salut, c'est Joe Blow, on a eu un appel, on est ici dans des TI, là, on est en train de réparer cet ordinateur. Là, il faut faire les updates, puis tu seras pas là à soir, fait que peux-tu me donner ton numéro de compte puis ton mot de passe, comme ça on va être capable de faire l'update sur ton ordi à soir. Fait que là, t'es comme, ben oui, mon compte c'est Joe Bouzouillac, puis mon mot de passe c'est j'aime les petits chatons le matin. Puis là, tu fais comme, ok, cool. Fait qu'on va upgrader à soir. Ben là, tu viens de donner ton nom d'utilisateur et ton mot de passe à quelqu'un dont tu n'as pas vérifié l'identité, que tu as juste pris un téléphone. Il y avait juste besoin de savoir ton numéro de téléphone. Fait qu'ici, il n'y a pas eu de problématique technologique. Il n'y a pas eu de problématique de configuration. Il n'y a pas eu de problématique de stratégie. C'est purement un être humain qui a attaqué, mais c'est quand même relié à l'informatique, hein, parce que le but ici, c'était de compromettre l'autre, compromettre l'accès à l'ordinateur, puis ça a marché. Donc, ce qu'on appelle les pirates psychologiques ou les ingénieurs sociaux, les socio-engineers, okay, c'est un type de menace, un type d'attaque informatique. Un autre type de menace qui se rattache encore à l'aspect social ou en fait à l'aspect humain de l'informatique, mais qui n'est pas directement relié aux technologies, qui n'est pas directement relié aux stratégies. Puis c'est en fait l'attaque la plus courante. Okay? Donc en ce moment, dans le monde de l'informatique, la menace la plus courante, c'est ce qu'on appelle de l'hameçonnage. Hein? Donc le principe, c'est, ça te dit, ben tu reçois un courriel, puis dans le courriel, ça te dit, voici ton dernier reçu de ta banque, ok? Ou sinon, ben, votre courriel, votre paquet d'Amazon a besoin d'une vérification avant d'être envoyé. C'est comme, ok, ben, il est peut-être pogné aux douanes, quelque chose. Tu cliques sur le lien, puis là, ça te demande de remplir tes informations pour aller sur ton compte d'Amazon. Totalement normal. Tu rentres tes affaires d'Amazon, mais tu n'as pas vu que le lien que tu as cliqué, ça t'a pas du tout apporté sur Amazon.ca. Ça t'a apporté sur peut-être que je suis pas Amazon, puis peut-être que je veux voler tout ton argent.cz. OK? Fait que tu as rentré toutes tes informations, puis après ça, ben, la personne peut utiliser ces informations-là pour être capable de prendre un accès à ton compte, avoir un accès à toutes tes informations. Ça devient problématique. Un autre type de courriel, puis excellent point, Jean, il y a pas seulement de l'hameçonnage par courriel, mais il y a aussi de l'hameçonnage directement, puis il y a de l'hameçonnage téléphonique qui se transforme en pirate psychologique. Donc, si vous avez un cellulaire, vous avez reçu un appel, okay, automatisé d'un robot
qui te parle possiblement en chinois. OK? Moi, j'ai eu beaucoup d'appels en chinois qui me dit qu'il y a eu un problème quelconque avec mon compte. Des fois, ça dit une banque, des fois, ça dit le gouvernement, des fois, ça dit OK, n'importe quoi qui va te faire garder en ligne. Puis, le principe, c'est de pouvoir ensuite te faire parler à quelqu'un, puis cette personne-là va essayer de retirer de l'information qui ne devrait pas avoir accès. OK? Donc, on a différentes tactiques. Une autre des tactiques, c'est quelqu'un qui appelle de Microsoft Support, puis qui veut te vendre un antivirus, OK, de plusieurs centaines de dollars pour réparer ton ordinateur, OK, pendant que tu es en train de taper sur ton système serveur Linux puis ton Mac à côté, qui t'appelle de Windows Support. Moi, en tout cas, je trouve ça bien drôle. Mais le principe ici, c'est toujours qu'on s'attaque à l'être humain, même si c'est de la vue de la sécurité informatique. Hein. C'est toujours attaché à un système, c'est toujours attaché à un accès informatique. C'est pour ça que ça reste dans la gamme de la sécurité informatique. Fait que c'est ça, l'hameçonnage, c'est la chose qui est la plus répandue en ce moment. Okay? C'est la chose que vous voyez sûrement tous les jours, ou si vous ne le voyez pas, allez voir dans votre dossier spam de votre courriel, vous allez voir que c'est très réel. Fait que si on ne parle pas de vision sociale de la sécurité informatique, on va regarder c'est quoi les types d'attaques qui sont plus logiciels ou informatiques ou qui n'ont pas de composante humaine, disons, dans l'attaque. Fait que on va regarder 4 types d'attaques. C'est les types les plus typiques. Okay? C'est pas, encore une fois, complètement exhaustif comme type d'attaque. Donc, il y en a d'autres, mais ça regroupe pas mal les parties les plus reconnues. OK? Fait que on va commencer avec, bon, on a 4 types. Hein? Donc, on va voir les attaques de reconnaissance. Donc, les attaques de reconnaissance, ça va être, comme son nom le dit, juste pour détecter quel autre type d'attaque je peux utiliser par la suite. OK? On va avoir des types d'attaques pour des accès, pour le déni de service, puis vers les virus, puis les chevaux de Troie. Fait que on va commencer avec le principe des attaques de reconnaissance. Donc, les attaques de reconnaissance, c'est des attaques qui sont utilisées pour être capable de détecter d'autres types de failles, pour détecter d'autres types de problématiques qui peuvent être exploitées. Donc, le principe, c'est, admettons qu'il y a quelqu'un qui a trouvé qu'il y a une faille à l'intérieur du protocole HTTP. OK? Puis, ben, ça va dépendre de quelle version du logiciel tu es en train d'utiliser. Ben, pour être capable de savoir est-ce que ce serveur-là il est accessible de manière illégale, ben, il faut que je sois capable de reconnaître est-ce que cette faille-là existe sur ce serveur-là. Donc, on est capable de regarder, faire des requêtes sur le serveur, puis demander « Yo, c'est quoi ton type de serveur? C'est quoi ta version? » Puis là, ben, tu es capable de regarder dans un catalogue, puis dire « Ah, ben, ce serveur-là, telle version-là, il y a tel type d'attaque parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis 5 ans. » On a le principe de, des fois, je veux juste savoir c'est quoi les différents ordinateurs qui sont disponibles. Hein? Donc, on peut faire ce qu'on appelle un balayage de ping. Donc, essayer de pigner différentes adresses juste pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à cette adresse-là. Hein? Donc, encore le principe des attaques de reconnaissance, c'est toujours de dire je veux en savoir plus. C'est pas comme ma dernière étape, c'est comme la première étape pour aller vers autre chose par la suite. On a ensuite, là, ici, des vecteurs d'attaque qui sont plus directs. On va avoir le balayage de port puis l'analyse de paquets. Donc ça, ici, habituellement, ça va prendre des logiciels spécialisés. Hein? En fait, on en a déjà vu un, logiciel spécialisé pour l'analyse de paquets. On peut utiliser des outils comme Wireshark qui me permet de capturer tout ce qui se passe sur un réseau puis d'être capable de décortiquer l'information par la suite. Hein? Donc, les analyseurs de paquets, on sait déjà c'est quoi l'outil qui est utilisé. Pour le balayage de port,
bon, le principe ici, c'est que on a vu qu'un port sur un ordinateur, c'est un peu comme un trou numéroté dans lequel on peut faire passer de l'information. Hein, fait que on avait jasé que quand on est sur Internet et qu'on a besoin de transférer l'information par HTTP, c'est habituellement sur le port 80 ou sinon le HTTPS sur le port 443, c'est toujours ces ports-là qui sont utilisés. Fait que si tu veux parler de courriel, ben ça va être sur le port 23. Si tu peux aller parler de SSH, ok, c'est son port aussi. Donc, plusieurs services, plusieurs types d'informations sont disponibles sur des ports spécifiques. Fait que quand tu veux t'attaquer à un système, tu veux savoir c'est quoi les différents services qu'il offre, hein, parce que possiblement, chacun de ces services-là, peut-être qu'ils ont une faille technologique à l'intérieur. Fait qu'il faut que tu saches, ok, je sais que cet ordi-là, il existe, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi ces failles de sécurité spécifiques. Donc, je peux balayer les ports. Donc, en gros, c'est à partir d'un ordinateur, je vais essayer une communication sur chacun des ports un après l'autre. Puis, je vais être capable de voir est-ce que le port me répond, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là, avec les protocoles standards qui sont utilisés pour ces ports-là. Donc, il y a encore une fois différents outils qui existent pour être capable de faire ça. Donc, ici, si on va mettre ça un petit peu plus gros. Donc, on a le logiciel Nmap, okay, qui est utilisé pour comme logiciel de sécurité informatique là, qui permet justement de faire ce genre de travail-là. Ça permet de regarder sur une adresse quelconque. OK, fait que tu peux rentrer une adresse, puis ça va y demander, OK, voici tous les différents services, toutes les différentes attaques, toutes les différentes versions qui sont utilisées. En ce moment, ben, sur cette adresse-là, j'ai 3 ports d'ouvert. OK, j'en ai scanné 5 en ce moment. Puis là, mettons, il est en train d'en scanner. Là, les ports, il y en a 65 536, fait que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais le principe, c'est que, si mettons, attends, je vais voir essayer les versions. Une donnée de qu'est-ce que ça peut. Plus grand. Et fait que tu peux avoir ici la commande de Nmap, hein, qui est utilisée avec un serveur quelconque. Puis lui va te dire, ben gars, j'ai trouvé que le port 22 était ouvert. Ça, c'est le service SSH. Je peux même te dire que c'est ce logiciel-là qui est en train de travailler sur ce port-là. Fait que là, je peux aller regarder, ben, est-ce que OpenSSH version 3.9 a des failles de sécurité? Est-ce qu'il y a des manières que je peux exploiter, OK, ce logiciel-là? Donc, l'analyseur, le balayage de ports me permet de voir c'est quoi les différents ports habituels, puis d'être capable de travailler à partir de là pour essayer de trouver un vecteur d'attaque. Donc ça, c'est les attaques de reconnaissance. C'est un premier step vers d'autres types d'attaques habituellement. On a ensuite les attaques d'accès. Donc les attaques d'accès, le principe, c'est que ça devrait se terminer avec un accès direct à quelque chose ou à quelqu'un ou à un système spécifique. Fait que l'attaque d'accès la plus facile, ça serait l'attaque du mot de passe. Et donc, le principe, c'est que j'ai un compte, j'ai un mot de passe, je veux être capable de trouver c'est quoi le mot de passe. Ben, on peut faire ce qu'on appelle une attaque en force ou une attaque brute. Hein? Donc, il y a des logiciels qui permettent d'essayer plusieurs mots de passe un après l'autre, okay, de manière automatisée. On peut essayer d'avoir un accès dérouté, okay? Donc d'installer un logiciel qui permet, mettons, de regarder c'est quoi les touches que tu tapes sur ton clavier, puis à partir de là, je peux comme dériver à m'amener que tu as écrit ton mot de passe. Okay? Donc il y a différentes méthodes qui existent pour faire une attaque par mot de passe. Des fois, ça va être l'attaque de force brute. Des fois, il y a des attaques plus spécialisées. Hein? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des attaques par dictionnaire.
Donc, on sait qu'il y a beaucoup de brèches, il y a beaucoup de monde qui laisse aller leur mot de passe, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes idées pour des mots de passe. Fait qu'à la place d'essayer toutes les combinaisons, ce que je peux faire, c'est avoir une base de données qui a les mots de passe les plus communs, puis je peux juste commencer à essayer ceux-là. Ça va prendre beaucoup moins de temps, puis je vais avoir l'accès à une bonne quantité de comptes automatiquement. Hein? Donc, quand c'est une attaque qui n'est pas organisée, qui veut juste avoir un grand accès large, ben, je vais juste utiliser le chemin le plus facile, le plus rapide. On peut avoir des attaques de redirection de port. Donc ça ici, ça va être plus une attaque pour avoir un accès à un réseau. Une des choses qu'on a vues, c'est que quand on travaillait avec des pare-feux, quand on travaillait avec des politiques d'accès, on pouvait limiter, dire, mettons, ben, tu n'as pas le droit d'utiliser tel port pour être capable de communiquer avec quelqu'un. Ben, le principe ici, c'est que si je veux quand même communiquer sur ce port-là à l'intérieur du réseau, si à l'intérieur du réseau, j'ai un autre qui est déjà compromis, ben lui, il va pouvoir être capable de traduire ces informations-là pour aller parler avec un autre ordinateur. Fait qu'admettons, le principe ici, c'est que j'ai dit que si ça vient de l'extérieur, OK, j'ai pas le droit d'être sur le port 23, hein, parce que le port 23, c'est le port SSH qui me permet de me connecter avec une tentative d'utilisateur puis de mot de passe. Fait que je dis, ben c'est facile, j'ai juste à faire en sorte que si ça vient de l'extérieur puis c'est supposé aller sur le port 23, je fais juste le barrer, comme ça, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui essaye de communiquer avec ça. Là, la problématique, c'est que pour quelconque raison, à l'intérieur du réseau, j'ai un ordinateur qui a été compromis. Fait que lui, il a le droit de communiquer à l'intérieur du réseau sur le port 23, mais là, il faut que j'aille des informations de l'extérieur qui rentrent. Fait que ce que je fais, c'est que de l'extérieur, moi, je vais utiliser un autre numéro de port pour comme envoyer des commandes sur cet ordinateur-là, puis lui va l'envoyer sur le bon port à l'intérieur du réseau, donc qui va passer à travers les accès de sécurité, puis va rediriger mon information d'un port à un autre. Ce genre d'attaque-là, c'est aussi beaucoup utilisé pour des fins moins malveillantes, je dirais, là. Donc, moi, ce genre d'action-là, ça m'a permis, quand moi j'étais à l'ETS, en tant qu'étudiant, il y a de cela bien des lunes, pour vous donner une idée, quand moi j'ai commencé à étudier à l'ETS, puis que j'ai apporté mon laptop en classe, j'étais la seule personne avec un laptop, puis le professeur m'avait interdit d'utiliser le laptop en classe parce qu'il trouvait ça impoli. OK? Fait que il y a des mentalités différentes. Hein? Aujourd'hui, s'il y a un professeur qui te demande de ranger ton laptop, c'est un peu bizarre. Fait que dans ce temps-là aussi, le principe de sécurité était un petit peu débalancé à l'ETS. OK? Donc, il y avait beaucoup de restrictions sur les différents sites que tu pouvais aller. OK? Tu ne pouvais pas aller sur Facebook. OK? C'était considéré comme étant non essentiel comme site web. Donc, j'ai moi-même instauré cette politique-là pour être capable de pouvoir me connecter à mon ordinateur puis transférer de l'information jusqu'au mien pour être capable d'avoir un accès à l'Internet complet sans passer à travers les politiques du réseau de l'ETS. Okay? Donc, j'ai fait de l'attaque d'accès, mais en fait pour sortir du réseau plutôt que de faire entrer des choses malveillantes du réseau. Donc, ça peut marcher dans les deux bords. Dans les principes d'accès, hein, donc encore une fois, comme attaque d'accès, pardon, on a le Man in the Middle Attack, okay, ou l'homme du milieu. Donc, le principe de l'homme du milieu, c'est que pour quelque raison que ce soit, il va y avoir quelqu'un qui va se mettre dans le milieu de ta transmission. Fait que le principe, ok, puis ce qu'on voit le plus souvent, ça va être avec l'hameçonnage. Hein, donc, tu es sur ton ordinateur, tu reçois un courriel qui dit que ton paquet d'Amazon a besoin de ton intervention. Tu cliques sur le lien, puis ça t'apporte à une page qui ressemble à la page d'Amazon. Mais en fait,
tu es en train de communiquer avec un autre serveur qui n'est pas du tout Amazon. Ben, à partir de là, l'homme du milieu va prendre tes informations, puis lui va les transmettre au serveur web. Puis quand lui va recevoir une réponse, lui va te renvoyer l'information. L'hameçonnage, c'est très, très, très dangereux, hein, parce que ça permet de dérouter plusieurs systèmes de sécurité. Hein, comme je disais tantôt, quand je m'en vais à ma banque, ça ne me dérange pas d'avoir un courriel puis un message texte avec un numéro et ainsi de suite. Ben, avec une attaque d'homme du milieu, tous ces éléments de sécurité-là tombent quand même. Parce que le principe, c'est que je clique le lien, je suis déjà une place frauduleuse, je rentre mon nom de compte de banque puis mon mot de passe de mon site de banque. Lui, à son tour, les rentre, puis il va demander le même numéro comme d'habitude, hein, que je vais recevoir par un message texte comme d'habitude, puis moi, je vais le rentrer, mais encore une fois, dans le mauvais site, puis lui, il va pouvoir l'utiliser pour quand même avoir accès à mes différentes données. Donc, l'attaque de l'homme du milieu, puis le principe d'hameçonnage, c'est très, très, très efficace parce que ça permet de passer beaucoup, beaucoup de barrières si tu ne te rends pas compte de qu'est-ce qui se passe. Fait que, comme d'habitude, je sais pas si c'est comme d'habitude, mais une pratique habituelle, c'est si tu reçois un courriel, puis que ça te dit de cliquer un lien, tu ne cliques pas sur le lien, puis tu fais juste rentrer le nom de l'adresse dans ton navigateur comme à l'habitude. Hein? Ou sinon, tu peux aussi utiliser des gestionnaires de mots de passe qui, eux autres, se synchronisent avec l'adresse à laquelle tu es. Comme ça te permet de ne jamais avoir à rentrer un mot de passe sur un site web qui n'est pas supposé avoir ce mot de passe-là. Fait que ça, c'était pour les attaques de type accès. On a ensuite les attaques de déni de service. Fait que les attaques de déni de service, donc plus comme les DOS en anglais, les Denial of Service Attacks, c'est le principe de dire je veux être capable de bloquer l'accès, ou je veux être capable de faire planter la machine, ou je veux être capable de faire en sorte que le service ne soit plus disponible. Donc les attaques de déni de service, son but, c'est d'être capable de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui marchait, puis qu'après, ça ne marche plus. Ça le dit dans son nom, ça dénie le service. Tu ne peux plus utiliser le service après l'attaque. Donc, pour être capable de faire ça, il y a différents vecteurs. Hein? Donc, tu peux essayer. C'est tout le temps, le principe, c'est que je communique avec le serveur, puis ce serveur ou service-là, c'est synonyme. Puis, je vais être capable de faire quelque chose qui va faire en sorte que ça ne marchera plus par la suite. Fait que je peux soit faire planter l'ordinateur, je peux soit faire en sorte qu'il est surchargé, je peux faire en sorte qu'il n'est plus capable de répondre. Toutes les raisons sont bonnes pour le déni de service. Fait que je peux essayer de surcharger ses ressources. Fait que, mettons, il a envoyé plein d'informations que son disque s'est rempli. Je peux surcharger sa bande passante, faire en sorte qu'il n'y a plus de capacité de disponible. Je peux prendre tous ces tampons disponibles. C'est comme un ordinateur, c'est juste capable d'avoir un certain nombre de connexions simultanées. Je peux les remplir. Donc, il y a différents types d'attaques. On va en regarder quelques-unes tantôt. On peut aussi avoir des données mal formées. Donc, utiliser des failles technologiques qui, s'ils ne sont pas bien traités, ça fait en sorte que le serveur n'est pas capable de répondre correctement à la requête. Puis, il trébuche sur lui-même, puis arrête de fonctionner. Donc, surtout, là, c'est plus des genres d'attaques qui sont très répandus, hein, parce qu'on a comme fait le tour là, dans les 20 dernières années, mettons. Là. Mais au début de l'ère d'informatique, il y a plein de protocoles qu'on avait développés pour être capable d'augmenter notre communication, pour être capable de bien distribuer des informations qui n'étaient aucunement sécurisées, hein, donc qui étaient très, très, très faillibles. Si tu le faisais pas de la bonne manière, il y avait comme pas de protocole pour dire comment tu gérais ça, fait qu'il y a plusieurs programmes qui faisaient juste planter parce que tu n'avais pas fait la bonne séquence dans le bon ordre. Fait que on peut avoir des données mal formées qui nous permettent d'avoir d'autres problématiques de déni de service. Fait que dans les types de déni de service, ceux qui sont encore couramment utilisés,
c'est ceux qui vont surcharger les ressources. Fait que voici quelques exemples d'attaques de déni de service qui va surcharger les ressources. Donc, on avait parlé, quand on travaillait avec le TCP/IP, qu'il y avait un handshake, hein, une prise en main de la communication. Il y avait un SYN qui est envoyé, il y avait un hack qui est envoyé, puis il y avait un SYN hack qui est envoyé pour dire « OK, on a comme fait la communication, OK, on s'est serré la main, on a comme envoyé nos communications, on est prêt à communiquer après ça. » Fait que le principe, c'est que habituellement, le client il envoie le SYN, après ça, le serveur il envoie le SYN hack, puis après ça, le client envoie le hack pour dire que tout est beau. Ben là, qu'est-ce qui arrive si on a quelqu'un de malveillant qui fait juste envoyer plein de SYN? Hein, fait que je dis « Hey, t'es-tu capable de communiquer avec moi? » Là, le serveur répond « Oui, je suis capable, mais t'es supposé envoyer une autre affaire, mais tu fais juste jamais répondre. » OK? Donc, à un certain moment donné, l'ordinateur, il y a un certain nombre de communications simultanées qu'il est capable de gérer. Puis, ben, quand il n'y en a plus de disponibles, ben, tu viens d'atteindre ton objectif, tu viens de faire en sorte qu'il y a un déni de service, le service n'est plus utilisable. Quand quelqu'un de légitime essaye de faire une nouvelle communication en envoyant un SYN, ben, le serveur n'est plus capable de répondre parce qu'il est en train d'attendre toutes les autres SYNAC de toutes les autres connexions qui ne sont pas capables d'y répondre. OK? Donc, ça ici, c'est encore en cours. Ça existe encore. Il y a des méthodes de mitigation. Quand tu commences à en avoir plusieurs, tu commences à les dropper de plus en plus vite et ainsi de suite. Donc, c'est pas... il y a toujours des... c'est toujours un jeu de chat et de souris, là, la sécurité informatique. OK, il y a du monde qui pense à une nouvelle attaque, puis là, le monde qui ont fait le logiciel pense à une nouvelle méthode de mitigation, puis là, le monde pense à une nouvelle attaque, puis là, on pense à une nouvelle méthode de mitigation. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait que ça en est une. Fait que ça ici, c'est une faille possiblement technologique. Hein? Donc, s'il y a des manières de mieux gérer ça. Un autre qui est hautement utilisé, c'est ce qu'on appelle le déni de service distribué, donc le Distributed Denial of Service Attack. Là, le principe ici, c'est que c'est dans qu'est-ce qu'on avait précédemment, c'était toujours le même attaquant là, qui envoyait plein de connexions SYN une après l'autre. On s'est rendu vite compte que si on était capable de trouver quelqu'un qui était capable de faire ça, on pouvait juste le bloquer puis dire, gars, toi, tu essaies de me faire des choses pas correctes, on fait semblant que tu n'existes pas, puis tout devait bien aller. Ben, le déni de service distribué, le principe ici, c'est qu'on va avoir un attaquant, OK, qui lui va avoir une série d'ordinateurs qui vont être des gestionnaires, OK, un peu comme des commandants d'une armée, puis eux vont envoyer des commandes, OK, à une série d'agents ou ce qu'on appelle des zombies qui vont être capables de envoyer tout en même temps une information à une victime quelconque. Ici, ça c'est encore réel, là, OK, il y a quelques éléments de mitigation, mais c'est encore une attaque très efficace. Parce que ce que ça fait, c'est que ça simule un paquet d'accès simultanés. Donc, ça fait juste faire en sorte qu'il y a plein de monde qui demande accès à tes ressources, et que tu n'es juste plus capable de suivre, mais c'est juste que ces différentes demandes-là, c'est des demandes fictives. Hein? C'est du monde qui sont contrôlés pour être capable de gérer ça. Donc, le principe ici, c'est que pour être capable de faire ce genre d'attaque-là, par exemple, il faut avoir ce qu'on appelle l'armée de zombies. OK? Ou on appelle ça aussi souvent des bots. OK? Donc, une armée de bots, ou en anglais, on appelle ça un botnet. Hein, d'avoir plein de systèmes compromis qu'on peut contrôler à distance. Donc, c'était problématique dans le passé, mais ça devient de plus en plus facile à cause de l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, hein, donc le fait que ton ampoule communique par Wi-Fi, puis le fait que ta sonnette communique par Wi-Fi, puis le fait que ton toaster communique par Wi-Fi, ben, ça fait en sorte que c'est beaucoup d'objets, puis habituellement, ces différents objets-là, ils ne sont pas très bien sécurisés parce que, encore une fois, ça coûte de l'argent à sécuriser ces affaires-là.
Puis la majorité de ces revendeurs-là n'ont pas d'expertise en sécurité et veulent aussi faire en sorte que l'accès soit le plus facile et rapide possible. Fait que pour eux, hein, pour que ce soit un produit qui soit vendeur, leur but, c'est que ça soit accessible, pas que ça soit sécuritaire. Les autres, ils veulent que quand tu branches ton ampoule, que tu puisses changer la couleur tout de suite. Ils s'en foutent si ton voisin peut installer la même application puis changer la couleur. Donc, tous ces différents objets-là font en sorte que c'est devenu une attaque qui est passablement facile parce que le nombre d'éléments qui peuvent devenir des agents, qui peuvent devenir des zombies, augmente à une vitesse exponentielle en ce moment. Donc, un principe, on a aussi une attaque. Donc, là, à partir de là, on a différentes sous-attaques possibles, là, une fois qu'on a le DOS, le DDoS disponible. Donc, on va avoir ici, mettons, juste une attaque qui va envoyer juste des requêtes, pour avoir un ping. Puis le principe, c'est qu'on pourrait essayer de littéralement saturer la bande passante de notre serveur. Hein? Donc, on serait capable de dire envoie-moi des informations de ping juste pour voir c'est quoi tes délais et ainsi de suite. Puis essayer de juste avoir la bande passante complète qui est saturée. Puis ça fait en sorte que s'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de communiquer avec le serveur, la bande passante est pleine. On n'est pas capable. Le client réel va recommencer, va retenter la chose, mais ça se peut que ce soit encore saturé. Donc, ça devient rapidement problématique. Donc, les attaques de déni de service, dans le monde purement informatique, parce qu'on avait dit que l'hameçonnage, c'était le vecteur d'attaque le plus commun en ce moment. Les attaques de déni de service, c'est l'attaque non sociale la plus répandue. En fait, puis la plus efficace couramment. Ensuite, on a les attaques qui sont logicielles. Donc, on parle de virus, on parle de vers informatique, on parle de cheval de Troie. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois types-là ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, ça se peut qu'il y ait un logiciel de piratage informatique qui a comme les trois de mélanger ensemble. Le principe, c'est que c'est des attributs qu'un programme, qu'un logiciel de piratage peut avoir, un logiciel malveillant peut avoir. Donc, le principe, le premier, c'est le virus. Donc, le virus, c'est un programme qui, quand il s'exécute, va être capable de se répandre sur le système ou se répandre sur un élément connecté. Donc, c'était le premier type de logiciel malveillant qui a existé. Fait que le principe, c'est que une fois qu'il est activé, il peut se répliquer autant qu'il peut commencer à essayer de faire une action malveillante. Puis, habituellement, les virus devaient être transmis en copiant son propre exécutable. Donc, il était capable de se copier sur des CD, sur des clés USB, sur un attachement de courriel, et ainsi de suite. Donc, le virus doit être exécuté pour être capable de se répandre. Fait que ça, c'était le type où c'est qu'on t'envoyait un courriel en disant « Ah, tu as vu cette vidéo extrêmement drôle-là? » Puis là, ce serait « Super vidéo drôle, .mov, .mp4, .mp3, .avi, .exe ». Mais c'est comme le dernier point qui est important. Là. Comme les autres avant, on s'en fout. Là. Fait que c'est un exe, c'est un exécutable, tu cliquais dessus, puis là, il se passait des choses méchantes. T'sais. Avec le temps, cette méthode de distribution-là s'est avérée inefficace comparée à notre deuxième, qui était le vers informatique. Donc ça, au début de l'Internet, ça a pas mal fait des ravages, parce que le principe du vers informatique, il ne va pas se lier, il ne va pas se copier nécessairement sur un programme existant. Lui va utiliser des capacités réseautiques pour se répandre. Donc le principe ici, c'est qu'on était capable, mettons, si on est sur un réseau local non sécurisé du temps des années 2000, là, fait qu'avec des ordinateurs avec Windows 98, tu pouvais avoir un accès direct
aux différents dossiers partagés des ordinateurs sans vraiment avoir une authentification ou sans avoir aucun principe de sécurité. Fait que le vers informatique pouvait littéralement se propager sans avoir l'action d'un humain qui cliquait sur un exécutable ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a eu plusieurs ravages de vers informatiques dans la fin des années 90, début des années 2000, qui étaient des vrais problèmes, ok, parce que ça se répand tout seul, puis ça l'infecte un réseau au complet. Là. Fait qu'on parle d'un réseau universitaire, des réseaux de compagnies, et ainsi de suite. Les vers informatiques, ça reste aujourd'hui une méthode qui est très répandue, mais maintenant, on a peaufiné ce qu'on appelle le payload, là, ou la charge de travail à faire. Donc, le principe du vers informatique est maintenant relié très étroitement avec de l'encryption automatisée. Donc, maintenant, les vers informatiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se répandre sur un réseau, puis ils vont encrypter toutes les données de l'ordinateur, puis ils vont te dire, ben, si tu veux désencrypter les données, envoie-moi de l'argent, puis moi, je vais te donner c'est quoi le mot de passe pour être capable de débloquer l'ordinateur. Puis ça marche très bien, en passant. C'est extrêmement lucratif. Il y a plusieurs entreprises qui ont été pognées avec ça. Il y a plusieurs aussi institutions publiques. Okay, on parle ici d'hôpitaux, mettons, que tous leurs ordinateurs, du jour au lendemain, arrêtent de fonctionner. Ça veut dire que tous les dossiers, okay, toutes les machineries qui sont capables de faire les résonances magnétiques et ainsi de suite, tout ça, ça vient barrer du jour au lendemain. Fait que de payer quelqu'un 10 000 $ à la place d'attendre, okay, même principe du point de vue des entreprises. Hein, donc, si un bureau complet de Google est pogné avec ça, okay, ils ont 300 ingénieurs dans place. Okay, est-ce qu'on attend une semaine pour essayer d'avoir tous les backups ou on paye quelqu'un 300 000 $? Ça va me coûter pas mal moins cher de payer. On a une question de Fenma. Ça dépend de c'est quoi le type d'attaque. Habituellement, ça ne sera pas copié. Ils font juste encrypter localement. Okay, parce que surtout si c'est comme pour une entreprise au complet, parce que de sortir l'information, ça peut être long, hein? De copier tous les ordinateurs, puis aussi tu ne sais pas nécessairement c'est laquelle qui est la bonne. Hein, les vers d'encryption informatique courant, c'est ce que j'appellerais un shotgun attack. Là. Je tire large, okay, je ratisse large, puis j'espère que je vais pogner quelqu'un qui a vraiment besoin de ces données-là. Quand on travaille avec des choses plus spécifiques, là, plus visées, on va avoir en fait notre troisième type de logiciel malveillant, qui est les chevals de Troie. Donc les chevals de Troie, c'est les plus intéressants parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se comportent comme étant des programmes normaux pendant un certain temps ou en attendant une certaine condition. Puis pendant ces moments-là, tu ne peux pas détecter qu'il y a une problématique quelconque. Donc ça ici, ça va être hautement utilisé quand on veut avoir une attaque extrêmement ciblée. Donc il y a eu des attaques, admettons, sur certaines infrastructures, admettons, d'électricité américaine qui ont été faites, okay, par des ennemis de l'État américain. Puis le principe, c'est que tu avais toutes les différentes versions à l'intérieur, mais c'était tout rassemblé dans un cheval de Troie. Parce que le principe, c'est que ça commençait avec, admettons, un virus. Fait que ça envoyait un attachement avec d'un employé qu'on savait qui travaillait sur le réseau, okay, à l'intérieur. Fait que le principe, c'est que lui clique sur un fichier, ok, paf, ça vient d'infecter son ordinateur, mais il n'y a rien qui se passe. Ok, fait qu'on a ici le principe de cheval de Troie. Puis le cheval de Troie, lui, va se répandre avec un virus, admettons, sur toutes les clés USB qui rentrent dans l'ordinateur. Fait que une fois qu'il est sur la clé USB, là, il apporte la clé USB, il s'en va à son travail, il prend la clé USB, ok, pour ses différents documents personnels. Puis là, on tombe sur le réseau de la place hydroélectrique. Fait qu'à ce point-là, ça prend le côté vert informatique, où c'est que ça va se répandre sur le réseau interne, puis essayer d'infecter le plus de machines possible. Mais encore une fois,
en essayant de rien casser, ok, en se faisant passer pour des communications normales, parce que le but, c'est d'avoir, mettons, un ordinateur spécifique, ok, ou un ordinateur de contrôle, ou un ordinateur qui me donne le statut, ok, de la grille électrique américaine. Donc, quand tu es hautement spécialisé dans ta cible d'attaque, tu vas essayer de ne pas alarmer personne jusqu'à temps que tu aies atteint ta cible. Puis, la meilleure manière de faire ça, c'est en utilisant des techniques de cheval de Troie qui permet de cacher ton identité le plus longtemps possible. Alright. On est bon avec ça? Excellent. Oui. Ben, ça se... Ouais. Ici, il y a différents logiciels qui vont regarder. OK, puis là, il y a différentes. Mais là, ici, on parle d'antivirus. Hein, donc, les antivirus, ça protège pas juste des virus, là, habituellement, là, ça protège de tous les types de logiciels malveillants. C'est juste que ça a le nom antivirus parce que dire un antivirus, un antivers puis un anti-cheval de Troie, c'est comme moins catchy, OK, de manière commerciale. Mais ça fait tous ces éléments-là. Le principe, c'est que chacun de ces logiciels malveillants-là, ben, les antivirus, je reprends ma question, les antivirus en général vont avoir deux méthodes, okay, pour essayer de trouver les logiciels malveillants. Premièrement, les différents antivirus peuvent avoir une liste des différents logiciels qui sont malveillants. Donc avoir, ok, ben, tel nom de logiciel ou tel nom de processus ou telle action qui se passe dans ces systèmes, on le sait, quand il y a quelqu'un qui fait ça, c'est que c'est tel type de problématique qu'il essaie de faire, puis on est capable de la bloquer pendant qu'il est en train de l'essayer. La deuxième manière que les antivirus fonctionnent, c'est avec ce qu'on appelle des méthodes heuristiques, c'est-à-dire je vais regarder qu'est-ce que le programme essaie de faire, puis je vais essayer de voir est-ce que je pense que ce programme-là est en train de faire quelque chose de malveillant. Donc l'antivirus est capable d'essayer de détecter pour toi est-ce que c'est possiblement malveillant, qu'est-ce que tel programme est en train de faire. La problématique avec cette deuxième approche-là, c'est qu'elle est prône à avoir des faux positifs. Fait que ça se peut des fois que tu roules le logiciel qui est pas nécessairement malveillant, mais que l'ordinateur, l'antivirus pourrait dire « Ouais, c'est sketch un petit peu qu'est-ce qu'il fait, est-ce que tu es certain? » Puis là, toi, en tant qu'utilisateur, il faut que tu prennes une décision pour dire est-ce que c'est correct ou pas. Est-ce que ça répond à ta question? Fait qu'ici, puis c'est un combat de tous les jours, là. OK? Donc puis ça apporte des problématiques réelles, là. Donc, un exemple, c'est, admettons, quand tu as dans la sphère des jeux vidéo, OK? Tu as plusieurs jeux vidéo qui sont des jeux compétitifs, hein? Donc, le but, c'est de vérifier que la personne ne triche pas pendant qu'il est en train de jouer à son jeu compétitif. Fait que souvent, ce que certains logiciels de jeux compétitifs font, c'est qu'ils installent différents sous-logiciels qui sont capables d'essayer de détecter est-ce que tu es en train d'essayer de tricher, est-ce que tu es en train d'essayer de modifier le jeu de quelconque manière. Mais pour être capable de faire ça, il faut avoir une espèce de contrôle ou un accès privilégié à tous les systèmes de l'ordinateur. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est souvent, c'est que quand tu essaies d'installer ou quand tu essaies d'exécuter un jeu compétitif, des fois, surtout quand ça vient de sortir puis qu'il n'y a pas eu de communication entre les différentes compagnies, un logiciel d'antivirus peut comme faire « Hey, ton jeu de League of Legends, il est en train d'essayer de faire des choses qui semblent malveillantes pour moi. » Il essaie de prendre contrôle de ton ordinateur. Ce qui est vrai parce qu'il y a besoin d'avoir le contrôle pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de prendre le contrôle, tu sais. Fait que c'est un peu une dynamique un peu weird qui se passe, là, mais c'est la réalité de la sécurité informatique courante.
Ben, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux manières. Hein. Donc, il y a la liste, ça c'est comme garantie. Puis il y a une manière par heuristique qui regarde plus le comportement. Est-ce que c'est en train d'essayer de faire quelque chose qui semble problématique? Effectivement, de ne pas être spoté avec ça, définitivement. Alright. Fait que là, on va commencer à parler de mitigation. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir toutes ces possibilités-là? Donc, on va parler de politique de sécurité. Donc, les politiques de sécurité, ça peut autant être à un niveau informatique qu'à un niveau social. Fait que ça va fournir des moyens de faire des audits de sécurité, puis de comparer les exigences avec qu'est-ce qui est en place. Donc, de dire, j'ai besoin d'avoir des mots de passe sécuritaires, ben là, je peux dire qu'un mot de passe sécuritaire, c'est considéré comme tatata, puis là, je peux regarder est-ce qu'on passe ou pas cette politique de sécurité-là. Donc, ça permet de planifier, améliorer les équipements, les logiciels, donc dire, je veux faire une vérification à tous les 6 mois de les différentes versions de logiciels, être certain que je suis à jour. Ça va définir les comportements qui sont autorisés, puis ceux qui ne le sont pas. Hein, donc, quand je suis sur un ordinateur de l'école, je ne peux pas ouvrir le gestionnaire de tâches, parce que ça peut peut-être me donner des accès qui sont privilégiés. J'ai pas le droit d'aller dans tel dossier parce que ça se peut que je puisse copier des fichiers, ou que ça me donne un accès avec lequel je peux commencer à faire des choses malsaines. Donc, ça va aussi dire c'est quoi les actions, qui vont être nécessaires. Donc, si je détecte quelqu'un qui est en train d'essayer de faire telle affaire, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux tout simplement barrer son accès, je peux envoyer une information à quelqu'un pour savoir qu'il y a eu ici une tentative, on peut être extrêmement draconien, puis dire, ben, si tu essaies d'ouvrir le gestionnaire de tâches sur un ordinateur de l'école, on délite ton compte puis on te bannit de l'école. Tu sais, comme ici, évidemment, balancier, hein, là. Mais le principe, c'est que ça pourrait être une action en réponse à une situation quelconque. Donc, le but, c'est de protéger les personnes, les informations, définir c'est quoi les différentes conséquences de ces éléments-là. Ça nous permet de bien surveiller, puis de vérifier la sécurité du réseau. Fait que la politique de sécurité, c'est autant au niveau social qu'au niveau logiciel, qu'au niveau de configuration. Hein, donc, le principe de la politique de sécurité, c'est d'être capable d'évaluer les risques, de sensibiliser les utilisateurs. Donc, tu sais, quand on reçoit des courriels en disant « Tu ne devrais pas cliquer sur les liens qui sont dans tes courriels parce que ça se peut qu'ils soient frauduleux », ça fait partie d'une politique de sécurité de quelqu'un. Donc, habituellement, c'est l'école qui envoie ces genres de courriels-là. Donc, d'organiser la sécurité sur les informations, même que l'école, eux autres, ils vont une étape plus loin. Quand ils reçoivent un courriel d'hameçonnage, ils vont directement aller le déliter des boîtes de courriels, puis après ça, ils vont même envoyer un courriel en disant « Hey, en passant », puis là, ils prennent un screenshot, pour pas que tu puisses cliquer dessus, en disant « Ce courriel-là, fallait pas que tu cliques dessus. Si tu as cliqué dessus, contacte-nous parce que il y a des choses pas correctes qui se sont passées, puis il faut comme dealer avec toi. » Fait que, comme je disais, c'est la sécurité liée aux ressources humaines, donc la partie sociale de la chose. Quand on parle de politique de sécurité, on parle aussi de tout ce qu'on parlait au début de la sécurité physique. Donc de dire que tout le monde a une carte avec une idée dessus, on a différentes portes, on a différents accès, tous ces éléments-là. Puis ça descend jusqu'à la granularité de c'est quoi les contrôles d'accès, c'est quoi la conformité, c'est quoi la sécurité du réseau, c'est quoi la sécurité des applications, c'est quoi la sécurité du système d'exploitation. Donc, tous ces éléments-là, c'est la politique de sécurité qui est appliquée sur un système. Ici, système dit comme étant une entité globale, là, comme une entreprise ou un réseau universitaire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour atténuer tous ces gentils risques-là? Donc, on a parlé il y a quelques instants de l'antivirus. On avait aussi parlé du principe de pare-feu. Donc, dans toutes les attaques d'accès, les attaques de reconnaissance,
hein, donc il fallait comme détecter les choses, ben le principe du pare-feu, c'est de dire que si c'est quelque chose que je reconnais pas, je fais juste semblant qu'on n'est pas là. Hein, fait que c'est comme quelqu'un qui cogne chez vous, puis tu fais juste pas répondre parce que tu sais que c'est pas de la bonne compagnie. C'est ça que ça fait un pare-feu. Donc, d'avoir un pare-feu, c'est maintenant par défaut dans tous les routeurs à la maison que tu as. Ça inclut un logiciel de pare-feu. La presque totalité des entreprises en ont maintenant. Fait que c'est quelque chose de commun. Là. On a le principe de mise à jour. Hein? Donc, on avait des failles technologiques. Hein? On avait des failles dans les différents logiciels. Donc, ce principe-là ici a été bien avancé avec les technologies cellulaires. Parce qu'avant, de mettre à jour quelque chose, c'était pas quelque chose que tu faisais habituellement. Okay? Il y a quelqu'un qui fallait qu'il te force quelque part là, pour que tu fasses des mises à jour. Ben, maintenant, avec les cellulaires qui ont pris comme décision de presque te forcer à mettre à jour tes différents logiciels, donc, ou en fait d'être fortement conseillé, hein, ou d'être plus facilement automatisé, ça nous a permis d'entrer dans une ère où c'est que les mises à jour, c'est pas vu comme étant quelque chose de catastrophique. Même Microsoft a pris ça d'emblée, puis dans les versions de base, dans la version Home de Windows 10, c'est maintenant fait pour que ça installe les mises à jour, même si tu veux pas, okay, à partir d'un certain moment, parce que la compagnie de Microsoft est consciente que toi, tu n'es pas conscient des problèmes qui restent si tu ne te mets pas à jour. Fait que ils savent mieux que toi, puis ils vont faire les updates à ta place. On a une intervention de Jean. Oui. Mm-hmm. Je te dirais effectivement que Microsoft a, après plusieurs années, décidé de développer son propre antivirus qui est maintenant fourni directement avec Windows 10, qui s'appelle Windows Security Essentials. Puis, je te dirais effectivement que de nos jours, pour la majorité des utilisateurs, ben non, je te dirais pour les utilisateurs qui sont un petit peu plus savis que la population générale. Okay? Fait que si tu sais, okay, avant le cours, qu'il ne fallait pas que tu cliques sur des liens dans des courriels, puis que tu ne cliquais pas sur les liens dans des courriels, effectivement, tu peux très bien vivre sans antivirus additionnels de compagnies externes. Okay? Donc, en tant qu'utilisateur journalier d'ordinateur qui ne travaille pas pour la défense nationale ou des choses comme ça, là, okay, tu n'es pas une cible spéciale, tu peux très bien vivre sans le shield antivirus d'un tierce partie. Puis c'est le cas en fait pour la majorité des systèmes d'exploitation. Même macOS a une version d'un antivirus spécialisé qui existe seulement durant les updates parce que les autres, leur vecteur est différent, là, puis ils ont moins de surface ayant moins d'utilisateurs. Là. Mais mon avis personnel, c'est effectivement que tu n'as pas besoin de payer pour les antivirus. Puis il existe plusieurs antivirus qui sont considérés comme étant des logiciels presque malveillants par eux-mêmes parce qu'ils essayent d'en faire trop, parce qu'ils essayent de te donner un semblant de sécurité quand derrière, ils font pas de la bonne job et ainsi de suite. Donc, il existe quelques antivirus qui sont effectivement des meilleurs antivirus que celles que Microsoft te donne, mais celles que Microsoft te donne te rend 90% de la ligne d'arrivée. Puis il y a certains antivirus qui te font reculer de cette ligne d'arrivée-là. Fait que. Je sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, donc, on a le principe de formation du personnel. Hein, fait que il y a certainement les attaques sociales. Comme je l'ai dit, on clique pas sur des liens dans des courriels. Quand il y a quelqu'un qui nous appelle, on lui donne pas des informations qui seraient privilégiées. Des choses comme ça. Donc, ce genre de gestion sociale, c'est des choses qui sont aussi importantes dans la mitigation de risques. Puis finalement, on a
le principe de détection d'intrusion. Donc là, c'est plus à un niveau réseautique. Donc, on a des IDS, des Intrusion Detection System. Donc, ça permet de regarder qu'est-ce qui se passe sur le réseau, d'être capable de voir, OK, ben, il y a en ce moment du trafic qui est inhabituel. Hein, peut-être que c'est pas malicieux, mais on va avertir un être humain pour qu'il puisse regarder puis voir qu'est-ce qui se passe. On a finalement les technologies, encore une fois, dans le principe de réseautique, de VPN. Okay? Donc, si tu écoutes des chaînes de YouTube puis qu'ils ont des sponsors, tu as sûrement entendu parler de certains VPN. Le principe d'un VPN, c'est d'être capable d'avoir un tunnel sécurisé pour être capable de faire traverser la communication d'un endroit à un autre. Donc, c'est pas nécessairement capable de cacher qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est pas nécessairement capable d'encrypter à tout le monde qu'est-ce que tu fais, mais ça te permet d'avoir un canal sécurisé entre deux points. Fait que c'est souvent utilisé pour avoir un accès privilégié à un réseau. Donc, le principe, c'est qu'admettons que je veux me connecter à mon compte personnel de l'ETS puis aller chercher des informations qui sont sur le réseau de l'ETS sécurisé. Je ne veux pas avoir un accès complètement ouvert que n'importe qui peut aller chercher. Fait que je peux utiliser un VPN qui va avoir un tunnel sécurisé, okay, entre mon ordinateur personnel à la maison et les ordinateurs de l'ETS pour être capable d'avoir un accès sécuritaire à des données confidentielles. Fait que le principe, c'est que le VPN va empêcher toutes les attaques de type homme du milieu, toutes les attaques de type redirection de port, en gros, va sécuriser l'accès d'un réseau à un autre. Okay? Donc, le VPN, c'est pour Virtual Private Network. Donc, c'est un réseau privé. Il n'est pas réel, hein, il est virtuel. Il n'y a pas de matériel additionnel pour gérer ça. C'est purement logiciel. Mais ça permet de créer une connexion sécurisée entre deux points pour t'assurer du canal de communication. C'est comme quand tu t'en vas dans les films d'espions, là, puis là, il répond à son téléphone, puis là, c'est comme, es-tu sur une ligne sécurisée? Puis là, il fait, attends, puis là, il fait, pip, 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 pip. OK, maintenant, je suis sur une ligne sécurisée. Ben, le VPN, c'est ça, mais de manière informatique. Dernier point de la journée, et conséquemment, dernier point de la session, la journalisation. Donc, c'est pas directement lié, okay, à notre principe de sécurité informatique, mais c'est comme le dernier sujet qu'on n'a pas été capable de fitter nulle part, là, fait qu'on se l'est gardé à la fin. Fait que le principe, c'est la journalisation, c'est en anglais, on appelle ça des logs. Okay? Donc, des logs, c'est en gros une manière d'avoir une trace écrite, okay, ou une trace en texte de quelque chose que je suis en train de faire. Donc, les logs, c'est quelque chose que vous avez peut-être pu comprendre quand, mettons, vous êtes en train de faire votre cours de programmation, là, puis que vous avez des problèmes dans votre programme. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des printf partout pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, c'est quelque chose de très concret. On comprend ça. Fait que le principe de log, le principe de journaux, hein, qu'on est capable de cataloguer, ça va nous aider à voir l'état d'un système, à voir les différents événements, à savoir c'est quoi les messages, c'est quoi les actions qui se sont passées. Donc, le principe de la journalisation, c'est qu'on peut faire ça sur un réseau avec différents systèmes, avec différents services. Puis, on a le logiciel, puis le protocole de syslog. Okay, donc, System Logging, donc journalisation des systèmes, qui est capable de présenter l'utilisation de log d'une manière un petit peu plus centralisée. Donc, le principe, c'est qu'on a un serveur qui va être capable de recevoir les logs de tout le monde, puis tout le monde va pouvoir envoyer différents messages à cet outil-là, puis lui va pouvoir les cataloguer, puis être capable de garder cette information-là pour que ça soit envoyé à un système d'intrusion, que ça soit envoyé dans
un rapport de crash d'une application, que ça soit géré par un être humain. Donc, le système de syslog est juste un système standardisé pour être capable d'envoyer des messages sur des événements. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un message dans le syslog, on va avoir le message qui va dire il s'est passé tel événement, on a envoyé tel message, telle personne a envoyé un courriel. Mais avec le message, il va avoir un niveau de gravité. C'est ça qui est un des éléments des grands fondements du syslog, c'est le niveau de la gravité. Donc, on a d'un niveau très bas, qui est très urgent, jusqu'à un niveau haut, qui n'est pas urgent du tout. Donc, le principe du syslog, c'est de dire, quand j'ai un message envoyé, je peux dire que c'est un message de débogage. Hein, je suis juste en train de voir c'est quoi l'état du système quand, mettons, je veux essayer de trouver un bug. On a un message informatif, donc juste un événement qui s'est passé normal, il n'y a rien de problématique. On a le principe de notification qui dit c'est un événement normal, mais qui ne se passe pas à toutes les secondes ou qui est noté de manière importante. Fait que, mettons, je pourrais dire, si, mettons, je suis dans un système bancaire, là, à chaque fois que je clique sur un lien sur mon site bancaire, ça pourrait être un message de débogage. Fait que c'est vraiment pour voir chacune des étapes, s'il y a eu un problème à un moment donné, puis qu'il y a quelque chose qui crache, je veux savoir c'était quoi la dernière chose qui s'est passée. Je peux regarder tous les messages de débogage. Le message informatif, ben là, ça serait à toutes les actions, mettons, que je prendrais. Quand je décide de retirer tant de montant, quand je décide d'envoyer de l'argent à mon propriétaire pour mon loyer, ben ça, ce serait les messages importants, normal, informatifs, pardon, qui seraient comme dictés, comme voici les actions qui se passent. Une notification, ça serait je me connecte au système. Hein? Ça arrive, mais c'est important. C'est comme un point ancré sur comme la gestion de qu'est-ce qui se passe sur mon élément. On pourrait aussi avoir des avertissements. Donc, avertissement, ça c'est une problématique qui ne cause pas d'erreur, qui ne va pas causer d'éléments. Fait que, mettons ici, j'essaie de me connecter à mon compte, mais je ne donne pas le bon mot de passe. Fait qu'on a une condition d'avertissement. On peut avoir des conditions d'erreur. Donc là, ici, on tombe dans comme les problématiques. Donc, le niveau de 0 à 3, c'est de problématiques de plus en plus d'un niveau de gravité de plus en plus élevé, même si les chiffres descendent. Donc, on a le principe d'erreur. Donc, on a eu une erreur. Il y a eu une transaction qui a été refusée. Il y a eu quelque chose qui n'était pas supposé se passer. Mais à partir de là, je suis capable de comme gérer les choses. Une erreur critique, ça va être pour dicter qu'il y a quelque chose de fondamentalement pas correct qui vient de se passer, puis que quelque part, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a perdu une information ou qui va avoir eu un manque quelconque. Fait qu'admettons ici, si j'ai une erreur quand je clique sur un lien ou j'ai pas assez d'argent dans mon compte pour faire un virement, c'est une erreur, c'est pas c'est encadré dans lui-même. Une condition critique, ce serait j'essaie de faire un virement, j'ai pas assez de fonds, mais ça passe pareil. Parce qu'il y a eu une erreur de validation, il y a quelque chose quelque part qui sera pas correct à la fin de la journée. On a les alertes. Donc ça, c'est une action immédiate requise. Fait que ici, je pourrais avoir dans notre fictif chose de banque, je pourrais commencer à avoir, si, mettons, je détecte des actions sans avoir eu de login. Fait que je me suis pas encore connecté à mon compte de banque, mais je peux voir dans le système qu'il y a eu des actions où c'est que ça dit que j'ai retiré, j'ai envoyé de l'argent à partir de l'application. Il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il soit averti immédiatement là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, un être humain, il faut qu'il intervienne maintenant.
Puis finalement, on a le dernier niveau, OK, d'urgence. Ça ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de faire sacrer le système à terre. C'est habituellement le dernier message que tu vas recevoir de ce système-là. OK, fait que ici, on pourrait avoir comme un dépassement de capacité de notre système bancaire, puis après ça, il fait juste se fermer, puis là, il faut que quelqu'un reparte la machine. Ça serait le genre de message qui mériterait une urgence, OK, niveau 0. Comme je lui ai dit, les informations sur l'examen final vous seront transmises par courriel parce qu'une politique du SEG, c'est que tous les groupes ont la même information pour l'examen final. Fait que théoriquement, il faut que ça soit d'une même vive voix, fait que ça sera pas d'une voix pantoute, puis ça va être écrit. Comme ça, tout le monde a le même courriel, tout le monde est content, tout le monde a la même information. Mais sinon, end of slideshow. Puis là, ici, on peut comme... C'est le end of slideshows. C'est la fin des end of slideshow. Donc, je vous ai réparti toutes mes connaissances. On a maintenant fait le tour de TCH 052. J'espère que vous avez apprécié votre chemin qu'on a fait ensemble en système informatique. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations, commentaires avant la fin de tout? Ben oui.